Fabien Guillemette, bonjour et bienvenue sur BlockX. Fabien, tu es le cofondateur et le CMO de Virtual Sport Chain. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ton arrivée dans la blockchain et ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Alors bonjour Marie, Pierre, excuse-moi. Oui, bien sûr. Je sors d'une école d'ingénieur en aéronautique et automobile. De base, je suis un grand passionné de sport et avec mes cofondateurs, on a décidé de développer dans un premier temps un jeu de fantasy sport dans le milieu du football qui changeait, qui cassait les codes de ce qu'on faisait aujourd'hui. Après un premier développement dans le Web 2, on a décidé de switcher vers le milieu de la blockchain et le Web 3 euh, pour la technologie que cela pouvait nous donner à notre jeu et pour tout ce qui va être sécurité, etc. Et le futur du gaming dans l'informatique. D'accord. Donc, vous avez d'abord démarré le concept de Virtual Sport Chain sur du Web 2 et ensuite est venu se greffer les spécificités qu'on peut trouver grâce au Web 3, quoi. Exactement. Virtual Sport Chain avait pour nom initial Virtual Sports Trading, et, étant donné que notre jeu est une plateforme de trading sur laquelle on va pouvoir acheter et vendre des actions virtuelles de joueurs de football dont les performances sportives vont impacter le prix afin que les utilisateurs puissent prouver à leurs amis et à eux-mêmes qu'ils avaient raison en termes de performance de joueurs sur le terrain de manière générale. C'est le D'accord. principe initial de Virtual Sports Trading. D'accord. Virtual Sports Trading qui est devenu Virtual Sport Chain dans le futur. Donc, je pense que tout le monde voit à peu près comment on le fait sur du Web 2. Et en fait, donc j'imagine, en pluguant tout ça sur le Web 3, ça va donner accès bah, du coup aux NFT. Est-ce que vous allez pouvoir greffer sur les NFT? Est-ce qu'il y a un token? Comment tout ça fonctionne? Alors, pourquoi nous, on s'est lancé dans le Web 3 pour plusieurs raisons. La première, c'est il y a tout ce qui est côté NFT on va introduire dans notre jeu. Le but vraiment de nos NFT seront des utility NFT qui vont permettre de donner certains boosts à certains utilisateurs qui auront des NFT, des parts en plus des avantages. Après, on va développer aussi notre côté token, vraiment pour créer vraiment notre univers à nous, sur lequel en fait les gens vont pouvoir trader avec notre token sur notre plateforme. Et les personnes qui auront aussi beaucoup de tokens vont pouvoir aussi s'initier dans les décisions en fait de l'entreprise. On a pour vocation, on est un jeu qui est fait pour les utilisateurs et on veut vraiment que les utilisateurs prennent part à notre projet et soient vraiment force de proposition dans les décisions que nous allons prendre. Donc les gros investisseurs de notre plateforme auront un droit de décision, pourront voter sur certaines décisions que nous allons prendre pour les futurs développements de notre jeu. Et c'est pour cela qu'on s'est lancé dans le Web3, pour vraiment se connecter à la communauté et aussi donner en plus du smart contract et tout ce qui va être côté sécurité, gestion de données, etc., euh, un, un jeu qui sera vraiment complet, euh, où l'utilisateur se sentira propriétaire. D'accord. Au moment où vous étiez sur le Web 2 et que vous avez fait le choix stratégique de passer sur le Web 3, il y a évidemment eu la question sur quelle blockchain on va venir se greffer. Euh, voilà, ça a été quoi un peu la stratégie, les choix, les critères pour vous avec vos propres spécificités avec Virtual Smart Chain? Alors, nous avions déjà trois critères principaux pour choisir notre blockchain, qui étaient donc le côté sécurité, le côté décentralisation et, euh, et le côté aussi gas fees, parce on a un jeu où en fait il pourrait y avoir beaucoup de transactions et le but c'est que l'utilisateur ne dépense pas 40 euros comme on peut avoir sur Ethereum sur chaque transaction de gas fees. Donc ces trois piliers nous ont amené en fait à déjà sélectionner trois blockchains en amont qui étaient en fait Polygon, la BNB et Tezos. Ensuite, nous avons regardé aussi tout ce qui était programme de développement, qu'est-ce qui était le plus facile pour nous à développer et aussi les utilisateurs qui ont des wallets spécifiques à chacune des blockchains. Aujourd'hui, on s'est tourné principalement sur la blockchain Tezos pour aussi pour des raisons déjà de proof of stake, contrairement au proof of work. Donc, on a aussi de vocation à avoir un petit côté écolo dans le milieu de la blockchain. Donc, on sait aujourd'hui que
le proof of stake consomme beaucoup moins d'énergie que le proof of work. Et aussi sur le côté vraiment gas fees pour les utilisateurs, où Tezos est l'une des blockchains où les gas fees sont les plus bas pour les utilisateurs pour chaque transaction. Donc c'était vraiment dirigé d'une pour le côté sécurité et décentralisation, et deuxième point pour les utilisateurs et qu'est-ce que ça pouvait leur apporter pour jouer sur notre plateforme. D'accord. Et ça, quand vous faites ces choix-là, est-ce que vous rentrez aussi en relation avec, bah, avec les blockchains pour discuter de bah, potentiellement, est-ce qu'il y a une pertinence à faire ce que vous faites? Est-ce qu'il y a éventuellement des aides financières, des aides en termes de bridge, de raccord pour s'assurer que bah, tout ça se développe correctement? Alors on a eu plusieurs discussions, effectivement, donc on a discuté avec toutes les blockchains quasiment en direct. Ils ont des programmes de financement pour développer leur écosystème, pour avoir d'autres applications, que ce soit du gaming, du DApp, etc., chez eux. Et quand nous avons discuté avec Tezos, l'avantage, c'est que c'était une blockchain européenne qui est fondée donc en Suisse. Et donc aujourd'hui, on a appliqué aussi un programme d'equity chez Tezos, dont on attend la réponse pour développer donc, notre jeu chez eux. Donc ils ont des programmes de financement pour vraiment développer leur écosystème et pour que nous, on puisse développer comme il faut notre jeu, mais vraiment des financements pour le Web3. Et ils ont aussi des programmes vraiment quand ils croient au projet, ils prennent des parts dedans. BNB fait la même chose et Polygon aussi. Donc D'accord. c'était vraiment, on était vraiment en discussion directe avec eux pour voir si le projet pouvait les intéresser dans leur écosystème avant de se lancer en terre inconnue. Chaque blockchain a aussi leur propre coding. Et quand on se lance dans une blockchain, il faut aussi s'instruire de toute la partie code de cette blockchain pour ensuite faire tous les développements smart contracts, NFT, etc. Parce qu'avec la Tezos, justement, on n'est pas sur du Solidity, c'est langage Michelson, mais il y a des convertisseurs, c'est ça, pour pouvoir... Bah alors nous, si dans l'avancée qu'on va avoir, logiquement, on va avoir des développeurs qui vont être spécifiques à Tezos, donc il n'y aura pas de convertisseurs, on va vraiment reprendre notre jeu du Web 2, rajouter toutes les spécificités du Web 3 qu'on veut mettre en place, et on va les développer directement sur la blockchain Tezos. On va pas convertir le code qu'on a aujourd'hui les parties qu'on veut mettre en Web3. On va vraiment couper ces parties de code pour vraiment tout retranscrire directement en termes d'infrastructure, de développement, etc. D'accord. En termes de... Alors aujourd'hui, le jeu, il est disponible sur le Web 2. Je ne sais pas si c'est toujours ouvert ou si pour le moment, vous avez tout coupé pour vous focaliser seulement sur le Web 3. Aujourd'hui, donc, on a toujours la version Web 2 qui est ouverte avec l'English Premier League sur virtualsportstrading.com, il me semble. Donc, il est ouvert, mais le côté performance est pour le moment en maintenance, étant donné qu'on est en train de changer l'algorithme basé sur notre version bêta qu'on a fait pendant l'Euro 2021 afin de l'améliorer et le rendre plus performant pour les utilisateurs. Donc en fait, on n'a que la partie trading aujourd'hui si on va sur la plateforme et on a 1000 euros, parce qu'on avait mis des euros à l'époque euh, pour s'amuser sur la plateforme. Et oui, on peut encore s'inscrire aujourd'hui. Ok, ça marche. Et alors, côté Web 3, en termes de roadmap, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore c'est la théorie. On peut y jouer. À quelle date on pourra y jouer? Comment ça se... Alors le Web3, le développement va commencer très prochainement. On a dans la roadmap, on espère avoir la version bêta complète d'ici début mai 2023, afin de finaliser en fait notre version bêta avec les utilisateurs et la communauté pour voir si tout fonctionne bien et tout va bien pour le lancement qui devrait avoir lieu normalement en août 2023 pour le début de la première ligue anglaise, début du championnat de saison 2023-2024. Ok. Et vous avez décidé de vous focaliser sur le football par passion, parce que ça touche le plus de monde dans le monde. Et justement, derrière, la question sous-jacente, c'est
Vous visez concrètement quel client, quel continent? Parce que si on part sur du football, aux US, c'est peut-être probablement moins connu. En Asie, peut-être aussi. Donc, c'est un marché européen. Alors, on a décidé de commencer avec la Ligue anglaise. Pourquoi? Parce que c'est le championnat, même de tous les sports confondus, qui est le plus regardé et le plus vu à travers le monde, surtout en Europe et aussi le plus attractif. On a fait le football aussi parce qu'on est des passionnés de football, même si on est des passionnés de sport de manière générale, mais plus spécifiquement de football, mon équipe et moi. Et c'était plus facile en termes de développement parce qu'on s'y connaissait vraiment bien sur tous les postes, etc. Donc, pour développer les premiers algorithmes de performance, c'était plus facile. Et ensuite, donc la Ligue anglaise, parce que c'est le championnat le plus relevé. Et ça nous permet aussi, en plus d'attaquer le marché européen, d'attaquer le marché indien. Le marché indien, c'est pour sûr un marché qui est pour le cricket en termes de sport numéro un, mais aussi à une vraie communauté derrière qui regarde le football de manière générale et la Ligue anglaise. Étant donné que c'est une ancienne colonie anglaise, ils ont tous les sports vraiment anglais développés un peu chez eux. Et c'est le deuxième sport le plus regardé dans ce pays-là. Et en plus de pourquoi le marché indien, l'Inde est un pays en voie de développement, un peu comme la Chine il y a 10 ans. Et leur taux d'adoption à la crypto est de 9%. C'est l'un des taux les plus hauts à travers le monde. Étant donné qu'on se lance dans le Web3, on veut vraiment aussi avoir des gens qui sont initiés à la crypto pour pouvoir toucher le maximum de personnes et se développer proprement. Et étant donné qu'on se développe un jeu de fantasy sport, on est sur un marché qui devrait doubler et toucher les 20 milliards d'euros d'ici 2025 en Inde sur le côté fantasy. Alors qu'en Europe, on est un peu plus derrière dans tout ce qui est fantasy, etc., contrairement à ce pays-là. Mais D'accord. on est sur un marché que nous connaissons sur l'Europe principalement. Donc, c'est quelque chose de plus simple pour se lancer, étant donné qu'on connaît comment les gens réagissent, les personas, etc., en France. Et même si on a fait nos études, bien sûr, en Inde, qui est un pays un peu plus loin. Mais c'est pour ça qu'on va se lancer sur ces différents marchés. Ok. Alors justement, par rapport au football, hein, qui est un énorme marché à la fois en termes de spectateurs, de communauté, et puis aussi d'argent qui est brassé, hein, tout le monde le sait. On pense évidemment du coup à une entreprise alors je sais pas, pour le coup, moi qui suis pas expert, on va en discuter de Sorar, hein, qui s'est aussi placé, pas forcément sur le même business model, mais qui est dans ce domaine-là. Aujourd'hui, quels vont être vos concurrents? Parce que j'imagine que sur un aussi gros marché que ça, il y a il y a des initiatives qui arrivent. Et surtout par rapport à Sorar, comment vous voulez vous positionner? Alors aujourd'hui, donc c'est rare, c'est vrai que dans le monde du fantasy sport et même des NFT dans le Web3, euh, et, on va- le concurrent principal de tous les jeux de fantasy du marché. Il prend énormément de place avec tous les levées de fonds qu'ils ont fait, tous les partenariats qu'ils ont créés, etc. Reste le concurrent numéro un. On reste sur un marché qui est très gros, donc je pense qu'il a aujourd'hui de la place pour tout le monde. Mais nous avons aussi d'autres concurrents qui font des choses similaires, mais pas exactement comme nous, comme Royalties, qui eux font de la pure spéculation et de marché boursier sur des artistes et sur des joueurs de football, qui eux vont créer des tokens pour chaque joueur et en fait vendre ces tokens aux utilisateurs et ensuite les laisser dans un marché secondaire pour revendre à profit ou non leur part. Nous, on a décidé de prendre une autre voie, vraiment être sur la voie du gaming. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'utilisateur ne se sente pas floué sur le côté des transactions, etc. On veut vraiment mettre en avant le côté performance des joueurs dans la vie réelle et vraiment que l'utilisateur, quand il fait son choix d'investir sur un joueur, il se dise c'est vraiment ces performances sportives qui vont aussi impacter ma réussite ou pas. Et pouvoir dire par la suite, j'ai raison. Donc nous, on a vraiment ce côté-là, performance. On crée un token, ce que Sora ne fait pas. Ils sont vraiment que sur des NFT un peu de Panini. Et avec ces Panini, on peut jouer à des jeux de fantasy sport. Nous, on n'a pas de jeu de fantasy sport aujourd'hui à côté. On va être vraiment sur les performances. On va vivre notre expérience à travers les performances du joueur et non à travers une équipe qu'on va créer sur un week-end. Donc nous, ça être vraiment sur du moyen long terme pour l'utilisateur, contrairement à même Sora sur leur gaming, etc., qui va être sur un week-end
essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Ouais. On va sur un autre secteur. Donc, on n'a pas de concurrence directe aujourd'hui sur le milieu du football. On va avoir des concurrents sur le futur quand on va développer d'autres sports sur le cricket. On a un concurrent qui s'appelle Sixers, qui fait relativement la même chose que nous, mais dans le Web 2 et non dans le Web 3, à travers les performances des joueurs de cricket, etc. Et sinon, on a vraiment pris une direction différente pour que les utilisateurs ne se sentent pas lésés et que vraiment on soit une référence pour dire aux utilisateurs, ben, j'avais raison. Parce qu'on de sport aime prouver aux autres qu'il a raison et pouvoir dire je l'avais dit. Et c'est vraiment sur ce domaine-là que nous on veut appuyer et montrer à nos utilisateurs que on va être une référence là-dessus et que vraiment les statistiques sur n'importe quelle position sur un terrain seront importantes. Pas comme beaucoup de jeux de fantasy où en fait les buteurs sont vraiment mis en avant. Plus on marque et plus on gagne de points. Là vraiment chaque position qu'on peut être milieu défensif, défenseur gauche, défenseur droit, central, milieu offensif, même gardien, chacun va pouvoir prouver qu'il est bon sur le terrain et il va permettre à l'utilisateur de dire ben voilà, je sais comment je peux gagner, il y a les règles du jeu, je les ai suivies et ces règles de jeu sont vraiment complètes sur chaque poste. Donc, je ne me fais pas avoir Ouais. par rapport à sa vision du jeu. Un gardien, on va prendre un exemple vraiment simple, un gardien qui fait 15 arrêts dans le match, mais bon, parce que sa défense elle n'est pas très bonne, etc., mais qui prend 2 buts, pourra quand même faire un très bon match. S'il prend 2 buts sur penalty, c'est presque faute à pas de chance, mais il aura quand même fait 15 arrêts derrière, il aura presque sauvé son équipe d'une plus grosse défaite, et ben il aura fait une bonne performance et il sera valorisé dans notre jeu. Ouais, c'est bien parce que c'est vrai que dans la plupart des jeux, alors encore une fois, je dis ça de mon œil de très loin par rapport à mes connaissances là-dedans, c'est généralement globalement les buteurs hein, de toute façon qu'on voit même de manière médiatique ou qui sont mis en avant. Donc là, vous, à travers vos algorithmes, vous avez vraiment réussi à avoir toutes ces spécificités de chaque joueur, quelle que soit sa position sur le terrain. Donc c'est vraiment top, hein. Surtout Euh, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on a fait un partenariat donc, avec StatPerform, qui est notre fournisseur de données. Et on a de la chance. Bon, après, on n'a pas voulu aller autant dans les détails, mais on reçoit environ presque 3000 statistiques par joueur par match, ce qui est énorme. Mais afin de simplifier aussi le jeu pour les utilisateurs, on s'est limité à 70 statistiques qui avaient le plus de valeur pour les utilisateurs pour vraiment le rendre aussi le jeu compréhensible. Parce que si on arrive avec un jeu de 3000 stats, les gens ils vont jamais lire les règles du jeu, ils vont jamais comprendre le jeu. Et vraiment, le but, c'est que ce soit quelque chose qui soit accessible à tout le monde. ouais, Euh, notre, Par la suite, d'ailleurs, notre vocation est aussi d'éduquer les gens au milieu de la bourse. Donc, on a créé vraiment ce côté trading sportif. Mais pourquoi? Parce que aussi, en fait, il y a un univers aujourd'hui qui est la finance, qui fait peur à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et en fait, à travers notre jeu, on veut aussi montrer à toutes les personnes qui ont peur de ce milieu-là, que quand on connaît dans le domaine dans lequel on est passionné, etc., en fait, c'est un milieu vachement simple, dans le sens où les performances vont impacter donc le prix des joueurs. Et comme une entreprise qui va bien réussir. Si l'entreprise réussit bien, les gens investissent dedans, ils reçoivent des dividendes. Et en fait, on veut vraiment montrer aussi, éduquer les gens qui ont peur de ce milieu-là, que c'est un milieu qui ne fait pas si peur que ça. Et comment dire, et qu'avec leur passion, quand on connaît le milieu, on peut y arriver. Donc, il y ouais. a deux éducations. C'est d'une, la blockchain, montrer que c'est un milieu qui ne doit pas faire peur aux gens, ainsi que le milieu de la bourse. C'est nos deux vocations premières pour les utilisateurs qui ne sont pas dans ce milieu-là du tout et qui sont juste fans de foot aujourd'hui. Ah, alors après, pour l'utilisateur final, tout ce qui va être bourse, il va comprendre cet aspect trading, cet aspect monétaire aussi, qui peut être lié aux performances des joueurs. Tout ce qui va être blockchain, lui, en front-end, ne va pas voir tout ce qui se passe derrière, toutes les complexités que vous allez venir greffer. Lui, il n'aura pas de vision dessus. Il n'aura pas. Après, comme on est dans le milieu de la blockchain, donc logiquement, on aura notre partie code qui sera en open source, mais après, c'est vraiment les connaisseurs qui pourront vraiment voir ce qu'il y a derrière, dans tout ce qui est smart contract, etc. Mais on va dire pour les initiés, en fait. Il y a beaucoup de gens, en fait, on leur dit blockchain, Bitcoin, etc. Ça leur fait terriblement peur. Et en fait, on va les initier en leur disant ce n'est pas si compliqué que ça en termes d'initiation. Quand je parle d'initiation, c'est vraiment les premiers pas dans la blockchain. Ça veut dire création d'un wallet, avoir des tokens,
essayer de comprendre tout ce qui est gas fees et les premières transactions et les NFT, à quoi peuvent servir les NFT. D'accord. Mais ça, aujourd'hui, sur l'interface que vous allez avoir, il y aura besoin d'avoir un wallet, il y aura besoin ouais, de forcément mettre un pied dedans, ou ce sera une interface typique Web2 classique. On est encore en cours de discussion sur cette prise de décision. On a deux choix qui s'offrent à nous. La connexion directement de la wallet Tezos pour créer un compte à travers sur notre future plateforme Web3, ou alors en fait création d'un compte et ensuite en fait on lui crée son propre wallet dans cette blockchain-là. En fait, c'est nous qui faisons le travail en amont pour l'utilisateur. On est encore sur cette prise de décision avec mes collaborateurs et je pense que rapidement on va se positionner dessus lorsqu'on va développer en fait dans le Web3. Ok. Par rapport justement, là vous êtes dans un jeu qui est directement lié à des événements qui se passent dans la vie réelle. Donc il y a un pont qui est à faire entre bah, la réalité et aussi l'intégrer dans la blockchain. Aujourd'hui, pour récupérer les datas, donc tu as nommé un organisme via des API. Est-ce que c'est possible et facile ou complexe de faire appel à des oracles type Chainlink pour intégrer une nouvelle couche de blockchain par rapport à ça? Alors, par rapport à tout ce qui va être Chainlink, etc., pour le moment, on a vraiment focalisé notre développement de façon hybride par rapport aux données qu'on récupère pour faciliter en fait l'analyse de données à travers nos différents algorithmes. Mais sinon, dans le futur, c'est des choses qui seront possibles dans un développement secondaire. Aujourd'hui, c'est des développements qui sont assez lourds à mettre en place et ce qui prend beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent pour mettre en place. Parce que aujourd'hui, notre priorité, c'est vraiment de lancer le jeu avec notre communauté pour mai 2023 en version bêta. Donc, c'est pas des développements qu'on veut prioriser, mais c'est des choses qui sont faisables. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, au fur et à mesure, on peut pas tout faire d'un coup. Et il y a comment tu Exactement. Oui. verrais si tu arrives à te projeter d'ici 1, 2, 3 ans? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous souhaiteriez mettre en place par rapport à ce qu'on s'est dit, en plus de ce qu'on s'est dit là aujourd'hui? Vraiment, bah, notre but, c'est d'abord de développer d'abord nos premiers jeux et d'avoir un smart contract vraiment très bien ficelé à travers tous nos algorithmes, etc., et notre token. Et d'ici 2 ans, on espère, en plus de développer, parce qu'on a aussi pour vocation vraiment de développer un écosystème avec un ensemble de jeux basés sur les connaissances sportives, pouvoir développer notre deuxième jeu qui sera Virtual Sport Fantasy, qui est vraiment là un pur jeu de fantasy sport de manière basique. C'est la vision qu'on a pour notre écosystème. Et on espère, si les technologies avancent bien d'ici 10 ans, pourquoi pas développer une partie métaverse aussi. Ouais, ouais, ouais. Étape. D'abord, on reste focus d'abord sur notre premier jeu. Et une fois que les utilisateurs ont bien accroché, on développera les autres sports et on pourra faire du développement annexe à côté. Yes. Bah, de toute façon, le sport, ça parle à beaucoup de gens, hein, quelle que soit sa préférence, que ça soit le foot, je pense aussi à la NBA aux US, au cricket, hein, comme tu dis, en Inde, qui est qui est le sport numéro un. Donc, en fait, réussir avec ces projets-là à faire des ponts et à sensibiliser doucement le public par rapport à la blockchain, est-ce que c'est possible? Ça fait partie des vecteurs d'adoption, donc j'imagine que vous y avez forcément bien réfléchi avant. On y a pensé et on peut voir aussi aujourd'hui, là j'aimerais parler beaucoup du marché du sport de manière générale, on peut voir qu'il y a de plus, c'est un des marchés où on adopte le monde de la blockchain le plus rapidement possible. Comme tu l'as dit, il y a Sorare aujourd'hui, ils ont signé des gros partenariats avec plein de ligues de différents sports comme la NBA là récemment, la MLB et là aussi le football avec la Liga et plein de clubs. Donc le monde du sport a vocation à se développer rapidement dans le Web3. Il y a de plus en plus d'applications de jeux de fantasy, de gambling, de paris sportifs, etc., qui se projettent dans le Web3 de manière rapide. Pourquoi? Parce que c'est une technologie euh, qui va être dans le futur très aidante, même pour les clubs de football, en termes de récupération de données, en termes de ticketing, comme on peut voir avec l'événement qu'il y a eu lors de la finale de la Ligue des Champions à Paris, où il y a eu des faux billets qui ont été revendus, etc. Demain, logiquement, avec une NFT,
ce genre de choses ne pourront pas arriver. Toutes les transactions pourront être normalement vérifiables et on pourra bien vérifier que le ticket appartient bien à cette personne et qu'on ne l'a pas dupliqué. Donc, vraiment, tout ce côté données et côté spectateur, le monde de la blockchain va être vraiment important dans le milieu du sport et aujourd'hui se développe très rapidement. Bon, Ok. après, je dis pas aujourd'hui, hein, il y a quand même des failles. Hein, et il y a eu quand même toujours, il y a toujours des hackers qui arrivent toujours à faire des percées dans ce monde de la blockchain. Mais je pense que dans le futur, en tout cas, ça sera vraiment le système le plus sécurisant pour les utilisateurs qui iront au stade ou même avec les NFT, etc., de manière simple. Ouais, mais de toute façon, c'est encore très jeune. Et puis, c'est vrai qu'en backstage, ça apporte aussi beaucoup de complexité. Donc, les failles peuvent aussi être présentes au début, mais avec le temps, ça va se robustifier pour faire quelque chose de performant et de très sécure. Ok, bah Fabien, on arrive sur la fin de l'interview. C'était très sympa d'échanger sur ces sujets-là. On va continuer de regarder voilà, à travers les prochains mois ce que vous allez mettre en place avec VSC. Et donc, je te remercie pour ton temps. Bah, merci à toi, Pierre. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Discord, Twitter. Twitter, c'est chaîne virtuelle ou même sur Instagram et LinkedIn. Je En tout mettrai cas, les liens, merci à tous. je mettrai les liens en Ok, description. Bonne journée, Fabien. bonne journée.